Dans la commission des finances, la parole est maintenant à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le rapporteur général de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, je salue à mon tour le dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes, dont les observations, et ça a été rappelé par le Président de la Commission des finances, sont toujours très riches d'enseignements. Ces observations participent bien entendu de la mission constitutionnelle de la Cour d'assistance du Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement, notamment au titre de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation des politiques publiques. Mais je souhaiterais aussi saluer, c'est une petite statistique qui m'est chère, l'action des chambres régionales des comptes qui, en 2016, ont publié 613 rapports d'observation définitive qui, eux aussi, sont particulièrement riches d'enseignements. Alors, je souhaiterais, pour aborder ce rapport, retenir 3 axes. La première question qui se pose, c'est la gestion des finances publiques. Est-elle sincère, conforme aux objectifs que notre majorité a votés? La deuxième question porte sur les recommandations formulées par la Cour des comptes. Sont-elles suivies ou pas, lorsque, bien sûr, elles sont acceptées? Et la troisième, qui me tient effectivement beaucoup à cœur, c'est... Je crois aussi que c'est une préoccupation partagée par le président de la Commission des finances. L'argent public, c'est-à-dire l'impôt de nos concitoyens, est-il utilisé de manière pertinente? Alors, sur la première question, la gestion des finances publiques est-elle conforme avec ce que nous avons voté? La Cour semble dire oui, en tout cas pour l'année 2016, puisque vous écrivez que le déficit public pour l'année 2016 devrait, et je vais vous citer, être proche de l'objectif du gouvernement, soit moins 3,3% du PIB. Vos observations se fondent sur les résultats provisoires de l'exécution du budget de l'État, sur les chiffres qui ont été fournis par le gouvernement. Et avec cet objectif, le déficit public est à son plus faible niveau depuis le déclenchement de la crise financière en 2007. Il a reculé, ça a été rappelé, de 1,5 point de PIB entre 2012 et 2016. Sur cette réduction du déficit, j'ai lu aussi dans le rapport de la Cour qu'il pouvait y avoir des doutes. Le fait que cette réduction serait modeste, pour vous citer. Moi, je souhaiterais insister sur 3 points. Le premier, c'est que envisager un redressement des comptes publics ne doit jamais se faire au détriment de la création de richesses économiques et que lorsque on va trop vite en termes de réduction des dépenses publiques, il y a toujours le risque d'un effet récessif. Le deuxième point, c'est que cette réduction du déficit public aura été opérée concomitamment avec une légère, très légère, mais baisse bien réelle quand même, baisse des prélèvements obligatoires et avec une réduction de 40 milliards d'euros via le CICE et le pacte de responsabilité en direction des entreprises. Et le troisième volet, c'est que cette réduction s'est faite sans augmenter les reports d'une année sur l'autre, ce qui peut être une tentation, ça a été souligné par le président de la Commission des finances. Les reports de 2015-2016 n'ont pas bougé d'une année sur l'autre, donc ce ne sont pas eux qui expliqueraient que le déficit est baissé, puisque c'est quasiment constant d'une année sur l'autre. Je rappelle que, mon cher collègue, ça n'a pas toujours été le cas toutes les années. La Cour propose également une analyse sur l'évolution du déficit structurel, c'est-à-dire cette fameuse composante du déficit nominal qui est calculée hors impact de la conjoncture. Alors sur ce point, je ne partage pas l'analyse qui est présentée et je regrette que sous cette législature, nous n'ayons pas réussi à faire vivre cette composante structurelle du déficit, c'est-à-dire à l'appréhender de manière parfaitement économique pour qu'elle existe, mon cher collègue, elle existe bel et bien, pour que la politique macroéconomique puisse avoir une vraie boussole. Cette boussole, c'est l'instrument de cette boussole, c'est bien entendu le déficit structurel, mais aussi je formule le vœu que la prochaine législature soit, elle, en capacité de le faire vivre plus que nous. Deuxième question, est-ce que les recommandations formulées par la Cour des comptes sont mises en œuvre et comment sont-elles mises en œuvre? Alors cette dernière présentation du rapport public également l'occasion de faire un petit bilan
de la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations. Comme l'a fait le président Carrez, on repart du début de la législature. Vous présentez un indicateur au sein de ce rapport et il apparaît que des progrès ont été enregistrés puisque les 1623 recommandations de la Cour pour l'année 2016 ont été mises en œuvre à hauteur de 72%, ce qui fait une progression de 10 points par rapport à l'année 2013 où 61,8% des recommandations de la Cour étaient mises en œuvre de manière partielle ou totale. Vous citez plusieurs exemples qui ont d'ailleurs été présentés par le président de la Commission des finances, la gestion des avoirs bancaires, la réorganisation du fonctionnement Tracfin, qui est l'organisme interministériel de lutte contre le blanchiment, la limitation des frais de gestion des retraites complémentaires des salariés Agirc-Arrco, obtenue grâce à l'accord national interprofessionnel d'octobre 2015, qui prévoit une réduction des charges de gestion de 300 millions d'euros d'ici à 2022. Dernier point que je souhaitais aborder porte sur l'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation de l'argent public, donc des impôts de nos concitoyens. Bien évidemment, c'est logique, votre rapport annuel pointe les sujets sur lesquels vous constatez des dysfonctionnements, c'est-à-dire une utilisation de l'argent public qui pourrait être plus optimale. Votre rapport 2017 contient de nouveau une analyse très approfondie de certaines politiques publiques et de la gestion de certaines entreprises publiques. Alors, je souhaite en aborder ici quelques-unes. Vous consacrez, et je crois que c'est une première, Monsieur le Premier Président, un chapitre entier sur la gestion de la ville de Levallois-Perret. C'est très rare, ce n'est jamais arrivé. Il arrive bien entendu qu'au sein de ce rapport annuel, vous présentiez des analyses sur des territoires, sur des régions, mais jamais sur des villes. Alors, les constats que vous formulez, je vais en citer quelques-uns, sont d'une sévérité sans appel. Ainsi, la Chambre régionale des comptes, je vais vous citer, a relevé, je cite, « de multiples irrégularités dans les conditions de passation et d'exécution de plusieurs marchés attribués par la commune de Levallois-Perret ». Je continue sur les commentaires. Des élus municipaux exposés à des situations de conflit d'intérêts ou encore des pratiques porteuses de risques et d'irrégularités. Face à ces constats d'une importante gravité, je le crois, surtout au regard des sommes en jeu, la Cour formule 2 recommandations. L'une en direction de la commune, qu'elle invite à mettre fin à la multiplication des structures associatives ou privées qui se voient confier des missions de service public qui, normalement, devraient être réalisées par la ville. L'autre recommandation est en direction de l'État en lui demandant de procéder à un contrôle de la légalité des actes de la commune. Je vous avoue, Monsieur le Premier Président, être quelque peu resté sur ma faim. Au regard du caractère très général de ces recommandations, alors même que vous avez pointé des faits d'une gravité que je considère comme assez saisissante. Pour ma part, je regrette que la Cour, dans ce genre de configuration que vous avez présenté dans le rapport annuel, donc il y a eu un choix délibéré qui a été fait, ne saisisse pas la Cour de discipline budgétaire et financière lorsqu'elle constate des manquements aussi importants en termes d'utilisation d'argent public. Aussi, Monsieur le Premier Président, je me permets de vous poser la question, envisagez-vous une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière si vos recommandations, par aventure, n'étaient pas suivies des faits? Deuxième analyse extrêmement intéressante, celle de la gestion du stationnement des véhicules automobiles en milieu urbain. Vous constatez, et là je vous cite encore, que fréquemment cette gestion est confiée à un délégataire via une délégation de service public, sans toutefois préciser exactement la proportion. Et vous estimez, et je vous cite toujours, que dans de nombreux cas, cette délégation de service public est établie au détriment du contribuable. Vous dites que l'équilibre économique du contrat est établi en faveur du délégataire et vous reconnaissez que le suivi du contrat est dans de nombreux cas très défaillant. Alors vous ne l'avez pas repris parmi les exemples cités dans votre rapport, mais la ville de Montauban, que je connais bien, a fait l'objet des mêmes remarques sur sa DSP par la Chambre régionale des comptes. Et la Chambre régionale des comptes a même qualifié d'inillégalité l'exonération de redevances opérée de manière temporaire. Là aussi, Monsieur le Premier Président, je me permets de vous reposer la question. Envisagez-vous, dans ces cas-là, où vous observez une utilisation de l'argent public qui ne correspond pas à ce que notre droit prévoit,
une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière. Le président de la commission des finances l'a abordé. Vous êtes revenu très longuement sur l'échec de l'écotaxe poids lourds, qui représente un coût extrêmement élevé pour nos finances publiques. Vous avez fait un état financier extrêmement précis et je crois que chacune et chacun sur ces bancs aura à cœur de lire ce chapitre-là qui est extrêmement éclairant. Enfin, vous soulignez l'importance d'établir une politique de contrôle et de lutte contre la fraude en matière de formation professionnelle. En effet, vous avez relevé de fausses facturations ainsi que des formations fictives, sans toutefois préciser ce que pourrait être le montant de cette fraude. Je rappelle que la formation professionnelle représente, elle, 11 milliards d'euros. Vos observations sont extrêmement documentées, extrêmement précises, et je crois que c'est là une très grande force de notre démocratie, de pouvoir compter sur la Cour et l'ensemble des chambres régionales des comptes qui diffusent ces informations. J'invite d'ailleurs les différents rapporteurs spéciaux dans le cadre des projets de loi de finances à s'en saisir. Ils y trouveront de nombreux éclairages et de nombreuses pistes pour pouvoir orienter les mesures et les politiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Monsieur le Premier président, je vous remercie de nouveau pour ce travail d'éclairage indispensable et très utile pour notre Parlement. Merci Madame la rapporteure générale. Monsieur le Premier président, l'Assemblée nationale vous donne acte du dépôt du rapport de la Cour des comptes. La séance est suspendue.